Allô. Ok, bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce lundi 25 février 2013, il est 14h19. On va commencer tout de suite. Alors déjà je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et de l'image. Et on va démarrer la journée de trading. Alors j'ai quelques bugs là, je tente que ça passe. Alors, qu'est-ce qui se passe là, putain? Ok, ça vient de marcher. Ok, donc ça on s'en fout, voilà. Alors, je peux être confirmation sur le chat écrit, est-ce que c'est ok au niveau du son et de l'image s'il vous plaît? Merci de me confirmer, je vous rappelle qu'il y a plusieurs manières de participer à l'émission. Soit le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission, soit le chat audio, vous avez le lien en haut à droite du cas de diffusion de l'émission, Mumble. Il y a un sujet sur le forum qui vous explique tout. Autrement, vous pouvez également m'ajouter sur Skype si vous voulez discuter en direct, présenter vos projets, des plans de trading, des stratégies, etc. Alors avant ça, je vais avoir besoin de votre confirmation s'il vous plaît sur le chat écrit, ça prend 2 secondes, donc si vous pouvez mettre OK pour le son et l'image, qu'on puisse démarrer. Salut Pedro, ça va? Ça va, la forme? Ouais, ça roule. Passé un bon week-end? Ouais, tranquille, et toi? Ça va, tranquille, pareil. Il a neigé, donc, pas pu faire grand chose. Ouais. Ça trade un peu? Ouais, là je suis acheteur sur le dollar yen. Et toi? Acheteur sur CAC depuis 11h30. Ok, ça se passe bien? Pour le moment, ouais, ça se passe plutôt bien. T'as pris combien de points là? Voilà, j'ai à peu près 30 points. Alors s'il vous plaît, j'attends votre confirmation sur le chat écrit en bleu en sous qualification. Ok, merci Mathieu. Excuse-moi, tu m'as dit, t'as pris 30 points, c'est ça? Non, un peu moins, ouais. Un peu moins de 30 points. Ouais. Ok, merci. C'est pas mal, hein? Une Ouais, belle dynamique. si tu veux, j'ai vu le DAX partir et le CAC était toujours pas parti. Donc je suis rentré vite acheteur et puis après derrière ça a décollé. Ok, tu laisses courir jusqu'à quel niveau? Bah, j'ai un objectif à 3790. On est quand même 20 points encore en dessous, alors je sais pas. Je sais qu'il y a une news à 3 heures assez importante, donc j'ai pas envie de me faire avoir. Ok, c'est quoi la nouvelle à 3 heures? Euh... Attends, j'ai vu quand même. C'est concernant la zone euro. « 15h euros, fin du scrutin italien, sondage à la sortie des bureaux de vote attendu. » Ouais, c'est concernant les élections italiennes apparemment. Des sondages, donc. D'accord, ok. Je pensais que l'élection c'était dimanche. Bon, en fait, non, c'était pas hier en fait. Sur 2 jours, ouais. D'accord. On le saura quand alors? Demain? Bah, je sais pas. Ce soir, je pense, non? Ah, c'est fin du scrutin, sondage. Ouais, c'est de ce soir, t'as raison. C'est ce que tu viens de dire, non? Ben, je sais pas, il marque fin du scrutin italien, sondage à la sortie des bureaux. Ouais, mais en général, quand c'est comme en France. À 20 h là, c'est des sondages, parce que tout n'est pas encore dépouillé, mais les sondages, ils sont fiables, donc... Ah, d'accord, ok. Ok, moi je pensais que c'était encore ouais, du sondage, quoi, donc c'est pas certain, quoi. Non, non, c'est certain. Ouais, ça peut Donc faire on va voir. bouger, hein, s'il y a des surprises.
Ouais, moi je suis acheteur sur le dollar yen. Une prise de position qui s'est faite à 94,06. Donc là j'ai un négatif de 9 points. Et sinon, bah, là quand ça a ouvert, puisque j'avais laissé courir mon short sur le câble ce week-end, on a atteint mon objectif, on l'a même dépassé. Puisqu'on avait eu un bon gap baissier. Ce qui fait que j'avais pris un bénéfice sympa sur le câble là de 185,88 € à l'ouverture tout à l'heure. Ah bah c'est bien. T'as coupé du coup ou tu te laisses courir? Ouais, j'ai coupé. Attends 2 secondes, j'ai un appel. Allô? Il y a l'argent qui revient sur 29 là, fais gaffe. J'ai failli rentrer le short tout à l'heure. Alors, attends 2 secondes s'il te plaît, parce que je suis au téléphone. Attends, je reviens. Allô? Allô? Ouais. Non. Ah, j'ai failli rentrer. Ouais, de retour, désolé, j'avais un appel, parce que je rentre voir des trucs là pour un appartement, c'est important. Donc, ouais, tu me demandais si j'avais laissé courir. Non, j'avais un objectif en fait à la base. Mon objectif était. J'avais un take profit, tu sais, sur ma position sur le câble, qui était à. 1.5130, donc conformément aux objectifs préconisés par Trading Central. Et en fait, quand on a ouvert à 1.5084, donc on était presque 50 points en dessous, 46 points en dessous. Donc du coup, voilà, j'ai gagné plus que le take profit initial prévu, tant mieux. C'est bien. Sinon après, je sais pas si tu disais d'autres choses, j'ai pas entendu. Ouais, en fait, en hebdo, sur l'argent, on était sur un point haut tout à l'heure. Bon, c'est facile à dire après, mais j'ai failli rentrer court, short, parce que ben, on était sur le point haut en hebdo, quoi. Depuis la baisse de la semaine dernière. On était sous les 29-20, on les a touchés même. Et là, je vois que ça redécale. Enfin, ça redécale. On est à 29, quoi. D'accord. Et l'or aussi, ça reste léger, mais on était sur un point haut, donc ça a bien réagi, quoi. Je pensais à toi à l'euro-yen, mais t'as coupé avant vendredi. T'étais pas sur l'euro-yen aussi? Voilà, au cours de la semaine dernière, ouais, mais non, sinon vendredi j'étais sur le câble. Et comme il a gapé? Non, attends, je vais regarder. Ouais, on a eu un beau gap aussi, effectivement. Donc là, on semble repartir de l'avant. J'ai bien envie d'acheter du câble. Ouais, acheter du cap sur quels critères? On est sur un point bas, quoi. De- Moi j'ai un range en fait en daily. On est sur le point bas, quoi. On est en bas du range. Donc j'ai bien envie de jouer un rebond. Mais bon, sans grande conviction parce qu'on est quand même encore dans la dégradation de la note du Royaume-Uni. On n'est pas dans un super moment, quoi. J'attends un peu. C'est quand même dégueulasse d'avoir dégradé la note vendredi soir, quoi. Pas très cool. C'est quoi j'ai cette histoire, j'ai pas vu moi. Ils ont dégradé la Moody's a dégradé la note du Royaume-Uni enfin, ils ont annulé le triple A. Ils ont enlevé un A. Ah, c'est pour ça qu'on a autant accéléré à la baisse sur le câble. C'est des gros cons, franchement, de faire ça un vendredi soir, c'est vraiment des crapules. Bah, y a que les Américains qui sont rentrés, quoi. C'est des bâtards, franchement, c'est des gros cons. C'est incroyable, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi.
Ouais, comme par hasard, vendredi soir, à la fermeture des marchés européens, poum, dégrade la note. 20 h, je crois. Je dis pas de bêtises. Pile poil à la fermeture. En CFD, je te parle. Hein. Ouais, bah c'est pour ça que ça a accéléré vendredi soir, ok, j'avais pas compris. Les Américains sont bien rentrés, par contre, je te rassure. La preuve. Après ça, je sais pas s'ils ont quelconque intérêt de lire hors période de marché ou pas, je sais pas, c'est un peu... Comme par hasard, les Européens s'ont fait avoir, quoi. Enfin, moi personnellement, ça a été dans mon sens, donc je me plains pas. Non, mais tant mieux, ouais. Et ceux qui sont sur la sterling, quoi, ils doivent dégoûter, quoi. À moins qu'ils aient pas fermé, mais bon. Ouais, donc moi sur le dollar yen, là, j'ai pris position. Effectivement, on a ouvert sur un gros gap aussi également, comme sur l'euro yen. Position à l'achat dans le sens de l'impulsion. Il y avait une petite phase de correction, donc c'était pas mal comme point d'entrée. Et j'ai suivi donc les seuils donnés par Trading Central. Qui sont acheteurs tant qu'on est au-dessus de 93,50, avec comme zone d'objectif 94,45 puis 95. Donc moi j'ai fait un ratio gain-perte équivalent, donc j'ai pris un objectif à 95 et le stop loss je l'ai mis à 93,12 avec le point d'entrée à 94,06. Donc ce qui fait 96 points d'objectif et 96 points de stop. Donc ce qui me fait 166 € de gain potentiel et 166 € de perte potentielle. Voilà. C'est bien. Ils disent quoi sur le câble? Pas de seuil, non? Si, je t'ai donné. Autrement, là sur le dollar yen, on est dans une zone de distribution assez importante. Donc, pas grand chose à dire. C'est une zone qui a été déjà beaucoup travaillée, donc pour le moment, il n'y a pas de signaux particuliers. On va voir les élections italiennes. Dollar yen, ça concernera, quoi qu'il arrive, pas directement une des deux régions touchées par les devises tradées. Mais ça peut avoir un impact si vraiment ça fait bouger l'euro, ça inquiète l'Europe, puisque dans tous les cadres de couple d'échange donc d'un actif contre un autre, il y en a toujours un qui joue un rôle d'actif à risque, l'autre de valeur refuge. Également, on sait qu'en ce moment, par rapport au yen, c'est assez tendu et on peut vite passer sur des créneaux assez volatiles parce que y a un nouveau Premier ministre au Japon et depuis qu'il est là, il a pour objectif de faire baisser le yen, ce qu'il a déjà réussi. Maintenant, reste à se demander si le mouvement va continuer ou si on va corriger. Certains disent qu'il a dit que ça avait baissé trop vite. On verra ce qu'il en est. En tout cas, c'est des paires qui sont propices à une certaine forme de volatilité depuis de nombreuses semaines maintenant. Donc à suivre, voilà, par rapport au dollar yen. Voilà, donc en H4, ce que ça donne. Une dynamique de fond clairement haussière depuis novembre. Et puis de l'hésitation ces derniers temps. Donc depuis le 5 février. Donc depuis début février. Une pression toujours plutôt acheteuse, mais on peine à marquer de nouveau plus haut. Regardez les seuils par rapport au câble, on va aller regarder ça. Alors par rapport au câble, donc pour eux la baisse prévaut, donc ils ont un biais plutôt baissier. Donc on est en dessous de 1.5230 avec pour objectif 1.5008 puis 1.5004. Pardon. Oui c'est ça ouais. Donc en fait pardon, pour répondre, pareil comme objectif 1.5080 puis 1.5040. Objectif maximal en extension 1.50. Si on passe au-dessus de 1.5230, il passerait sur un biais haussier avec un objectif 1.5330 puis 1.5410. Voilà. Ok. Merci. Donc là sur dollar yen, n'hésitez pas à nous rejoindre en audio, c'est la meilleure manière de participer. Voilà, via tout le le monde Mumble. attend maintenant les élections italiennes.
Je vais mettre un stop. Salut les gars. Salut, ça va? Salut. Ça va, ça trade Alexis? Tu m'entends Alexis? Moi je t'entends Fab, mais je peux y avoir un problème pour lui. Salut au fait, salut Dionis, salut Renstar également, qui nous avait rejoint. Salut. Ça va Dionis, t'as tradé aujourd'hui? Bah, je te dis, j'avais ma position short sur vendredi là sur USD Suisse là. Et puis bah superbe aujourd'hui. Puis j'ai pris ce matin en Suisse USD en futur. J'ai fait 100 ticks là. Je suis ravi, une journée complète quoi. Ok, alors attends, j'ai pas vu ce qui s'est passé sur le dollar franc suisse là ce week-end, je vais aller regarder. J'ai coupé mon CAC, moi. Ok, combien de points de profit en tout là sur le CAC? Alors un point. 25. Ah c'est bien. Ouais. Ouais, dollar yen donc a bien baissé là, donc toi t'étais vendeur. Dionis? Ouais, qu'est-ce que tu dis? Oh non, je disais ouais, ça a bien baissé, toi t'étais vendeur vendredi, c'est ça? Ouais, je suis vendeur, je suis vendeur. Donc là tu laisses encore courir ou t'as pris les bénéfices sur les deux positions? Non, je vais laisser courir, je pense peut-être presque une semaine là sur le Forex normal et puis sur futur j'ai coupé. Ouais. D'accord. Alors c'est quoi tes arguments pour une baisse sur le dollar franc suisse? Bah regarde-le en daily, en weekly, tu verras, en daily, ouais. T'as un sac canal, si tu traces tes deux canaux. Oui. Attends, je vais te dire les points. Le plus haut du 13 du 11, tu commences là, tu tires ton canal, voilà, parfait, puis tu tires sur du bas, et puis il était exceptionnel là. Effectivement, ouais, belle réaction sur la zone de résistance, bravo à toi. Un trade simple, j'avais mis un stop serré, mais voilà, il est bien parti. Ok, parfait. Je vais le mettre sur l'indice italien, moi. Voir ce que ça fait. Et là tu as tradé le S&P à l'ouverture là? Suivant le nombre de contrats qui étaient transigés, ouais, sûrement. D'accord. Mais vu la bonne journée, s'il se passe pas grand-chose dans les 15 premières minutes, je vais arrêter là, quoi. Parce que t'étais assez chargé sur ta position là? Bah, sur les futurs, tous 50 le tick, hein, j'ai fait 100 ticks. Tu vois, j'ai fini ma journée, hein. Ouais, 1250. Et sur l'autre, la position Forex normale, t'es chargé ou bof? Non, je suis pas chargé, c'est pour ça que je laisse courir, hein. Ouais, donc pas de stress, quoi qu'il arrive, t'as fait ta journée quoi. Ouais, c'est clair. C'est bien. Et les centiques, tu les as fait à la baisse? Non, c'est à l'achat parce que c'est Suisse contre USD, en fait, quand ils sont futurs. D'accord, ok. Moi je suis acheteur du dollar yen. Pour l'instant c'est très légèrement négatif, on va voir ce que ça donne. Ouais, moi j'attends qu'il sorte sa fenêtre pour voir s'il y a une opportunité aussi. C'était une position que j'avais ouvert hier soir. Tu sais, hier soir on avait ouvert sur un gap assez important durant le week-end là, sur le dollar yen, sur pas mal de paires d'ailleurs. Et donc on a eu une petite phase de correction, je m'étais dit bah c'est bien parce qu'on a eu une grosse impulsion, donc si ça reprend, bah, je suis dans le sens de l'impulsion sur rebond. Voilà. Bon, après là, dans un premier temps ça a plutôt baissé, là on revient quasiment pour l'entrée, on va voir ce que ça donne. Ouais, faut espérer que ça range pas trop dans la fenêtre. Fab, t'es en position sur le dollar yen? Ouais c'est ça ouais.
Bon, je viens de remonter mon stop loss et en fait j'ai enlevé mon take profit puisque bah, au niveau de trading central, bon, hier là quand il y avait une volatilité importante, ils avaient indiqué un objectif à 95. Là ils ont abaissé leur objectif à 94,45. Donc en fait ce que je vais faire, bah, je resserre mon stop loss vraiment sous les 93,50, donc à 93,48 qui est le seuil important d'après eux. Donc si on le casse on est censé partir sur un biais baissier. Et bah, je prendrai pas de profit en dessous de 94,45. Par contre, au-dessus de 94,45, si je vois qu'on hésite ou qu'on n'a pas de mouvement franc, j'hésiterai pas à sortir de ma position. Voilà. « 14h40 là, pas une nouvelle particulière pour l'instant. Il y avait Phil qui nous a rejoint, salut Phil, ça va? Qui disait salut à tous, demain 16h, Bernie et vente de maisons neuves. On suivra ça attentivement, merci Phil. Alors, ça, ah oui d'accord, c'était un lien pour les élections. Donc ce sera à quelle heure que ça va être publié Phil? N'hésite pas à me préciser un peu comment ça fonctionne. Je vous laisse un lien qui m'a été partagé par Phil par rapport à aux élections italiennes. Donc apparemment on pourra avoir les résultats rapidement là-dessus. Merde, j'avais partagé que Alexis, je le mets en entier. Par contre Alexis, je crois que tu nous entends pas, c'est ça? Si, je vous entends bien, je t'entends bien, Fab. Ah ok. T'as une position toi? Là, je sais pas, j'ai un bug. Je veux prendre position sur le dollar, enfin sur la UD/USD à la baisse, une vente à découvert, mais j'y arrive pas. C'est quoi comme message d'erreur qui apparaît? Bah en fait, rien. Quand je veux prendre ma position, en fait, ça bloque. Si tu veux, tu sais, ça me met par exemple ordre accepté, mais ça me met pas l'ordre. Tu vas faire gaffe qu'elle soit pas comment dire? Soit pas un ordre d'entrée, enfin, il a peut-être pas passé encore, il va peut-être passer un peu plus tard. Un ordre conditionnel, voilà. Ouais, bah, pas trop tard non plus, j'espère. Pas fait gaffe, hein, parce que, avec les élections là. Enfin, je sais pas si ça touchera USD à UD. Non mais t'as pris un ordre au marché à la base, toi Alexis. Ouais, tout à fait, ouais. Et répète-moi pardon, tu m'as dit c'était quoi le message d'erreur qui est apparu? Bah en fait, y a pas de message d'erreur. En fait, tu sais, je prends ma position à vente à découvert. En fait, ça me met ordre accepté et tu sais, juste un petit onglet, ça me met annuler l'ordre. Mais si tu veux, mon ordre, il est pas dans ma barre de transaction, en fait. D'accord. Et t'es chez quel broker? XTB. Ouais. Essaye d'appeler leur support quand même, parce que comme dit Pedro, si jamais ça passe, c'est la merde. Donc appelle-les pour être bien sûr, tu leur expliques le problème et tu leur demandes qu'est-ce qui se passe. Ce sera eux qui seront le plus à même de te répondre. Ouais, mais de toute façon, là, j'ai annulé l'ordre et tout ça. De toute façon, je vais leur donner un petit coup de fil pour savoir de quoi ça vient. À mon avis, il n'y a rien de bien méchant, mais bon, ça fait perdre un peu de temps. Voilà. Ok. Ah, il y avait FBF qui partageait un lien par rapport au dollarien. N'hésite pas à mettre un lien également vers ton blog, hein, FBF. N'hésite pas, pour que les gens puissent découvrir tes analyses au fur et à mesure. Donc sur le dollarien en 5 minutes, si on passe en dessous des 93,81, pourtant on pourrait continuer le mouvement jusqu'à 93,45. D'accord, ok. Pas de prise de position acheteuse pour le moment, tu dis juste de faire attention puisqu'on approche des 50% de retracement de la dynamique baissière. T'as dit quoi? Je peux pas rentrer sur l'argent pour le moment, attends, j'attends un peu. T'es chez XTB toi aussi? Non, XTB.
D'accord, donc là c'était un graphique pour expliquer les points short. Et donc les positions acheteuses, bah, tu considères qu'on peut laisser courir une position acheteuse actuellement, avec comme objectif 94.35, 94.30, avant une phase de correction, consolidation, pour retest des précédents plus hauts. Et éventuellement, si on a la force, poursuite du mouvement aussi vers les 94.91. Intéressante à tes analyses FBF, et tes niveaux sont très proches de ceux de Trading Central. Merci donc pour ton point de vue et tes analyses. Donc Phil qui mettait un autre lien. Il s'agissait du CAC 40 en UT 2 heures. Pourtant on pourrait être arrivé sur un point haut, en tout cas une figure pattern harmonique qui se dessine. Et donc là on a confirmé les objectifs et atteint les objectifs. Merci Phil pour ce graphique. Tiens, par rapport à ton cas que tu viens de sortir, Pedro, il y avait Phil qui partageait un lien sur le chat écrit avec ses figures harmoniques, et pour lui on avait atteint une zone d'objectif, donc a priori c'est une zone de sortie intéressante que tu viens de prendre. Je te mets le lien si ça t'intéresse. Merci. Bah, pour moi, la zone idéale c'était 3790, quand on était à 20 pips de mon objectif, mais là, c'est un peu. Là, il est 3h moins 10, sélection italienne, je sais pas quelle risque, quoi. Je regarde, merci. D'accord. Salut Windows qui nous a rejoint. CAC short, pardon, stop 20 points. Ok, ouais, donc Phil carrément qui a pris short, donc après le comblement de cette figure. Ouais, d'ailleurs, Phil a carrément pris les positions à la vente. Hein. Vente à découvert sur le Forex, disait Windows. Non, il disait CAC, pas vente à découvert. Qui c'est qu'il n'y a pas de vente à découvert Windows? J'ai pas compris, mais il y en a qui peuvent confondre les termes parfois. Moi, voilà où en est le compte, donc c'est pas glorieux hein, pour l'instant. Compte qui évolue depuis le 4 février, pardon, ça va bientôt faire un mois. Pour le moment, c'est pas grandiose, mais bon, ça évolue petit à petit. Et puis, ce qui m'a beaucoup fait mal, c'était surtout une grosse perte sur l'euro-yen, que j'aurais dû perdre 2 fois moins. Je me suis trompé au niveau de la taille des positions, mais il faut accepter, hein, même les erreurs techniques font partie du trading. Ce qui est plutôt encourageant et positif. Alors attends, parce que je suis pas sûr que au début c'était la même plan de trading. Alors, ouais, non, en fait, il y a des jours en trop là dans cet historique. Attendez, je vais mettre à jour correctement ce suivi. Ce suivi des résultats pour bien prendre en compte uniquement à partir du moment où j'avais suivi les positions de trading central. Ah oui, bah voilà. Ça, c'était pas le cas. Ok, ouais, à partir de là, donc c'était le 7 février. Voilà, donc à partir du 7 février, voilà ce que ça donne. Donc on est très légèrement positif depuis qu'on applique et qu'on suit les positions de trading central. Et ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc actuellement on est à plus 4,93% avec un drawdown relativement important, mais les prises de risque qui le sont également. Au total il y a eu seulement 21 trades, un facteur de profit de 1.03, très légèrement positif. 62% de trades gagnants pour 38% de trades perdants. Gain moyen de 87 €, perte moyenne de 138 €. Donc on a tradé le câble, l'or, l'euro-yen et l'euro-dollar. Avec 11 positions sur l'euro-yen, qui est le seul produit négatif, on a perdu 198,4 points. Beaucoup de pertes, 571,48 € de pertes. Après l'euro-dollar avec 7 trades, 61,7 points. Et un profit total de 113,50 €. L'or, un seul trade, 203 points de profit, 305,66 € de profit.
Et le câble, 192,7 points avec 189,25 € de profit, avec 2 trades. Donc voilà ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, au total, depuis qu'on suit les positions de trading central, on est positif de 259 points. Il n'y a pas assez de recul, hein, 21 trades, c'est pas beaucoup. Il y a peu de trades, ça c'est normal parce que je laisse courir les positions longtemps. C'est des positions qui durent en moyenne 16h52. Voilà, donc vous pouvez suivre les résultats. En tout cas sur le lien, le bandeau noir, pardon, résultat du compte au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Les acheteurs qui tentent de revenir là sur le dollar yen. Alors, on va aller écouter un peu ce qui se disait à droite à gauche. Il y avait le match des traders. On va écouter notamment le point de vue de Jean-Luc Hussac en ce début de semaine sur les marchés. On écoute ça tout de suite. Donc ça charge. Justement, quelle stratégie, quels sont les seuils techniques qu'il faut surveiller aujourd'hui? C'est le match de nos traders avec aujourd'hui Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et à vos côtés Gérard Sagnier. Bonjour. C'est assez serein, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, en tout cas qui attendent dans le vert le résultat des élections italiennes. Est-ce que vous avez un scénario à nous proposer? En novembre 2012, on s'est ennuyé dans un très gros trading range dont on est sorti par le haut de 240 points. J'ai un petit peu peur que le passé se reflétant via l'analyse technique, paf, on rebondit, on est aujourd'hui strictement au milieu, on a même fait un gap haussier et la résistance derrière qui empêcherait d'aller voir les 3008, c'est 3740, 45. Ce training range, alors au-dessus de 3007 plutôt comme dit Jean-Louis des écarts à la vente, en dessous de 3007 tout ce qui se rapproche de 3006 des écarts acheteurs. La clé pour terminer c'est le Standard & Poor's, toujours pareil, je me répète, qu'est-ce qu'on va faire à 1550, 1575 sur ce triple top historique, est-ce qu'ils vont le passer? On passera avec. S'ils consolident, on risque de reconsolider, donc j'ai peur qu'il n'y a pas grand-chose à attendre sur le plan technique, mais avec toujours pour terminer ma préférence pour l'été d'un potentiel de 10-12% à 4100, je maintiens. Vous maintenez pour l'été, vous reportez un peu l'échéance donc. Exact. Voilà ce qu'on peut dire sur la stratégie, les perspectives vues par Gérard Sagnier. Jean-Louis Cussac, quel scénario dressez-vous sur les marchés cette semaine, aujourd'hui par exemple? La même chose que Gérard, en effet. Je considère toujours, moi j'ai pas changé, que le marché devrait rester hésitant un cran en dessous de ce qu'on avait connu en janvier. Bon, il n'y a pas eu d'emballement à la baisse. Jeudi, on est parti point bas, vendredi matin, donc pas loin du point bas, et on a monté sans arrêt, avec une petite pause quand même. Alors sur le pivot, justement, 70-75, sur lequel je vendais le matin. Bon, rachat stop au-dessus pour reviser à nouveau 3710 puis 3730 40. Bon, la zone 30-40 est atteinte. Là, on peut commencer éventuellement à revendre. Moi, je le fais toujours ces ventes-là avec des calls en face. Je fais attention quand même parce que le signal de long terme reste toujours haussier non affirmé. Alors, à très court terme, et en intraday, c'est très difficile. Il faut faire preuve de beaucoup de mobilité. Il faut d'ailleurs tous les conseils qu'on peut donner ont des durées de vie, on va dire. Donc là, à l'instant T, on serait plutôt acheteur sur des replis comme tout à l'heure là à 3720 pour viser à nouveau 38,5 par exemple, faire un petit écart. Évidemment, il faut assurer, si ça dure une heure, faut le faire avant. Tant qu'on est au-dessus de 3710, surveillez ce niveau. Si on recule un petit peu dans l'après-midi, tant qu'on est au-dessus, aucune alerte. En dessous, c'est la première alerte. Donc c'est le premier niveau pivot sous lequel tout ce qu'on aurait plus ou moins bien acheté, il faudrait le revendre. Et le pivot suivant étant le 3675-70. Voilà, donc
toujours la même chose. Bon, les résultats de société un peu dans tous les sens, très sanctionnés, hein, comme on le voit sur Arcos, par exemple, Silvio Territoria également. Arcos perd 14% en ce moment. Bah oui, c'est toujours la même chose, hein. Ça fait 10 ans que ça dure, ça n'a peut-être pas changé non plus en 5 minutes. Donc les résultats très sanctionnés. Et toujours pas d'indication directionnelle forte sur ce marché. On ne détecte pas de flux. C'est toujours des marchés qui tendent comme ça ponctuellement vers des comportements un peu excessifs. Est-ce que c'est pour ça, Jean-Louis, qu'on passe régulièrement en dessous puis au-dessus des seuils que vous nous donnez, 3710 par exemple? Pas mal de téléspectateurs se disent, voilà, 3710 c'est un seuil, sauf qu'on n'arrête pas de passer en dessous puis ensuite au-dessus. Que valent réellement ces seuils? C'est leur question. Ah ben c'est des seuils à partir desquels il faut prendre des décisions. Par exemple, là, au-dessus de 3710, on tente d'acheter. Si on achète, par exemple, moi tout à l'heure j'ai acheté à 20,5. J'ai déjà vraiment fait des écarts à 28,5. Et là je suis positionné à 33,5, 38,5 par exemple pour prendre de l'argent, hein. Alors si j'achète à 20,5 et le marché part à la baisse, donc casse 3710, à ce moment-là on passe vendeur. C'est-à-dire qu'on passe de acheteur à vendeur et on va jouer le fameux 3675,70. Exactement comme vendredi, où on vendait, par exemple, sur ce niveau. Bon, à un moment donné, on est revenu vers 60. Moi, j'en ai allégé. Vers 66, 63. Bon, il n'y avait rien. J'ai gardé un petit solde. Le marché est reparti de l'avant. Et à 82,5, j'ai racheté stop pour viser justement le fameux 710. En gros, ce sont des niveaux, si vous voulez. Là, c'est compliqué parce que c'est de l'intraday dans un environnement qui n'est pas directionnel. Donc, c'est des niveaux sur lesquels on doit se poser la question de faire quelque chose, tout simplement. Voilà donc pour le sentiment signé Jean-Louis Cussac. Gérard Sagnier, un petit coup d'œil sur les devises, parce que l'Europe est bien sûr au cœur de toutes les préoccupations. 1,3238 pour le moment. Quels sont vos seuils d'alerte sur la parité euro-dollar? Avec Jean-Louis, on a souvent évoqué le point pivot énorme qui maintenant devrait rester résistant, sur lequel j'allégerais bien avec une invalidation, c'est un 32, 60, 70. Il est énorme ce point, il était cassé. Je pense pas qu'à court terme on le redépasse, donc je serais plutôt vendeur sur ces niveaux-là, donc un peu plus haut, avec un risque de retrouver le récent plus bas, un 31,40, si jamais il tient pas. Aïe aïe aïe, on retourne vers un 30. Eh bien voilà donc pour les changes signés Gérard Sagnier. Jean-Louis Cussac, même analyse? Bah oui, un 32,60, hein, j'étais passé vendeur sur ce niveau. Là, je viens de vendre un petit peu, là, il y a 5 minutes. Donc, pour jouer un petit repli. Bon, c'est pareil, il n'y a pas non plus d'emballement à la baisse. On a tenu au-dessus d'un 1,3130 qui était l'objectif important sur lequel nous pourrions aller. Ensuite, c'est un 30,30. Et le niveau à pas casser, c'est 1,2990 parce que sous ce niveau-là, on repart dans une phase de dégradation. Gérard Sagnier était nos traders du jour. Jean-Louis chez Perceval et Gérard Sagnier chez Aurel BGC.
Ouais, de retour, désolé. Alors, on vient d'écouter donc le point. Alors, on va rester dans l'optique. Alors, je sais pas s'il y en a qui m'avaient parlé, j'étais pas devant mon écran là, les dernières minutes. On a écouté le point de Jean-Luc Hussac, on va enchaîner. Ça, on avait vu. Le Manjou solo. Il y avait Jacques Sapir, on va écouter son point de vue. Jacques Sapir qui était aujourd'hui sur BFM Business. Intégral Placement met les points sur les i. On met les points sur les i avec Jacques Sapir aujourd'hui. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS. Jacques, on va démarrer avec la France, puisque Jérôme Cahuzac, notre ministre du Budget, s'est exprimé. Et il a dit ce matin que la France devra trouver 6 milliards d'euros supplémentaires en 2014. 6 milliards, il faudra peut-être trouver plus que ça, non ? Oui, très probablement. En fait, le problème, c'est que la France va continuer, d'une part, à voir ses recettes fiscales se contracter, tout simplement parce que l'activité économique n'est pas au rendez-vous, mais en même temps, elle va avoir des dépenses sociales qui vont continuer à s'alourdir. Et on peut ainsi calculer que, par exemple, mathématiquement, de maintenant à 2014, on devrait voir la dette de l'UNEDIC progresser de 8 milliards. Donc, il est clair qu'il va falloir trouver des ressources supplémentaires. Soit on va faire de nouvelles coupes dans les dépenses et cela aura nécessairement un effet récessif sur la croissance, soit on va augmenter les impôts et ça aura aussi un effet récessif sur la croissance. Oui. Malgré tout, Jérôme Cahuzac, le même, nous dit que l'objectif c'est toujours d'inverser la courbe du chômage cette année, avant la fin de l'année. Eh bien, c'est un objectif qui est absolument irréaliste. Là, M. Cahuzac, avec tout le respect que j'ai pour lui, est parfaitement dans le déni de réalité. Eh ben voilà, c'est dit, ça c'est pour lui. On vient de parler de la France, il faut aussi qu'on parle du Japon parce qu'il se passe des choses aujourd'hui au Japon. La bourse de Tokyo a gagné 2% ce matin, le yen a encore largement baissé face au dollar. Il y a en effet des rumeurs selon lesquelles le prochain gouverneur de la Banque du Japon ne serait autre que Haruhiko Kuroda, qui est vraiment un adepte des politiques ultra accommodantes. Il irait clairement dans le sens du gouvernement d'aller vers un quantitative easing illimité au Japon. Oui, tout à fait. On voit que là, la politique définie par Shinzo Abe, le nouveau Premier ministre, est en train de se déployer, alors avec une rigueur, je dirais, toute japonaise. Il avait commencé à dire « nous ferons baisser le yen » et le yen a baissé de 14% depuis le mois de décembre. Il avait dit « nous ferons une politique de stimulation importante de l'économie en changeant la politique de la Banque centrale » et c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. Donc on voit que la politique du Japon est en train de se déployer, mais vraiment de manière tout à fait prévisible et avec une rigueur, je le répète, toute japonaise. Et de ce point de vue-là, la fameuse question de savoir est-ce qu'on est dans une guerre entre les monnaies, etc., commence à avoir réellement une importance tout à fait réduite. Nous sommes effectivement dans la guerre des monnaies. Le G20 a décidé de ne pas agir là-dessus et les Japonais se sentent absolument libres d'appliquer la politique qu'ils souhaitent. Oui, vous pensez que les Anglais vont jouer le même jeu, la livre sterling qui recule après la perte du AAA britannique d'ailleurs aujourd'hui? Si vous voulez, il serait logique que la Grande-Bretagne fasse la même chose. On voit bien aujourd'hui que la Grande-Bretagne d'une certaine manière, limiter la casse avec des injections importantes de monnaie, mais le vrai problème, ça va être la valeur de la livre sterling, et on voit bien que si la livre sterling se remet à baisser, ça va rendre l'économie de la Grande-Bretagne plus compétitive. Il faut d'ailleurs signaler que depuis à peu près 4 ans, où on a quand même vu la livre sterling baisser de manière régulière, on constate qu'il y a les premiers éléments d'une réindustrialisation de la Grande-Bretagne qui sont en train d'apparaître. Alors, bien entendu, c'est encore très nettement insuffisant par rapport à la situation économique générale de la Grande-Bretagne. Mais néanmoins, on voit que d'ores et déjà, le mouvement de désindustrialisation, qui était très ancien, qui datait de plus de 40 ans, et qui avait vu la Grande-Bretagne sacrifier son industrie à sa finance, est en train aujourd'hui de s'inverser. La Grande-Bretagne peut presque dire merci à Moody's de lui avoir retiré son AAA en fait. D'une certaine manière, oui. Alors, je ne dis pas que les banques britanniques peuvent dire merci à Moody's. Il y a très certainement des gens qui doivent grincer des dents aujourd'hui à la City, mais
ça va effectivement avantager la Grande-Bretagne dans son ensemble. Il nous reste une petite minute quand même, Jacques. Je voudrais qu'on aborde les États-Unis avec la Fed. Ben Bernanke va s'exprimer. On sait qu'ils sont en train de chercher la façon dont ils doivent orchestrer cette stratégie de sortie de la politique là ultra accommodante. Et les économistes parfois nous parlent de 94, nous parlent de 2005. Comment est-ce que vous faites un petit peu le mélange de tout ça pour en tirer une certaine vision? Alors, il y a à l'évidence un très grand risque que les États-Unis sortent trop vite de cette politique accommodante. Effectivement, vous avez eu raison de rappeler l'épisode de 94, quand les taux d'intérêt sont brutalement devenus positifs. Ils étaient négatifs avant, ils sont brutalement devenus positifs, les taux d'intérêt réels, et évidemment, ça a entraîné non seulement un choc extrêmement important aux États-Unis même, mais ça a surtout entraîné un choc extrêmement important dans tous les pays qui s'étaient endettés vis-à-vis des États-Unis. Donc il faut que les États-Unis trouvent aujourd'hui une manière relativement souple de mettre fin au quantitative easing. C'est vraiment du fine-tuning, quoi. Oui, absolument. Le problème, c'est que on se rapproche du 1er mars, c'est-à-dire de la date qui avait été fixée comme limite sur les nouvelles négociations quant au plafond de la dette. Et là encore, les États-Unis vont être coincés entre une nécessité macroéconomique qui est justement de faire du fine-tuning, de ne pas arrêter immédiatement les opérations de quantitative easing, mais de les réduire très progressivement, et le fait que, d'un point de vue budgétaire, ils risquent d'être coincés, et ça, c'est un scénario un petit peu catastrophe. Je suis persuadé qu'ils arriveront d'une certaine manière à trouver des accommodements, mais c'est un scénario extrêmement inquiétant. Ouais, les États-Unis face à un dilemme cette semaine, puisque vous le disiez, l'échéance pour les coupes budgétaires, c'est vendredi prochain, le 1er mars. Merci beaucoup Jacques. Jacques Sapir, directeur d'études à l'EHESS. 11h. Voilà, le point de Jacques Sapir, au micro de BFM Business. Alors, on va enchaîner. On va continuer à prendre le pouls. On a 3,8 points de perte là sur la position sur le dollar yen, donc quasiment sur le point d'entrée. Pas grand chose à signaler. Peu de volatilité. 15h06, c'est des heures assez volatiles en moyenne, hein. Si je prends l'indicateur de volatilité, justement de ma taf, voilà ce qu'on avait. On va voir. Le dollar yen n'est pas beau volatile ces derniers temps. Beaucoup moins volatile en tout cas que l'euro yen. Mais donc si je prends le dollar yen, sur les 10 dernières semaines, l'heure la plus volatile c'est 13h GMT. Et dans l'ensemble, ce qui est marrant, c'est que le dollar yen est assez stable, vous voyez. Bon, on baisse quand même en volatilité à partir de 16h GMT, donc nous on est en GMT plus 2, donc là on est exactement dans l'heure la plus volatile, 15h. Après, ça baisse vraiment à partir de 16 et 2, 18. Mais c'est assez bien réparti, ce qui est logique, puisque dollar, yen, en général, c'est plutôt le matin et début d'après-midi que c'est le plus volatile. Mais là, le dollar, eh bien, le marché américain ouvre l'après-midi, même si tout le monde le traite, c'est davantage les Américains. Et le yen, le Japon, c'est la nuit, pour nous. Donc, c'est assez bien réparti au niveau de la volatilité, donc il n'y a pas grand-chose à signaler. Alors, vous voyez, si on prend par exemple, on va prendre l'euro-doll. Euro-doll, je l'ai où? Euro-dollar. Vous voyez, il y a vraiment des grosses différences. Donc on a vraiment de 10 heures à ça, voilà. Au niveau de la répartition, de la volatilité, c'est intéressant. Je vous laisse le lien, très bien fait par Mataf. Alors quand on est repassé positif, accélération haussière actuellement sur le dollar yen. Alors, je rappelle qu'aucun bénéfice ne sera pris avant les 94,45. Et si on passe au-dessus, je surveillerai selon l'impulsion, selon la force, etc. Et je chercherai éventuellement un point de sortie. En tout cas, là, on est très légèrement positif. On laisse courir, on verra ce que ça donne. Hello. Une statistique est tombée. C'est quoi ce mouvement sur le DAX et le CAC en 1 minute? Alors j'ai pas vu, mais a priori
Ça varie, je vais regarder ça. Donc sur le CAC, sur le CAC 40, bon, il n'y a pas... Il y a eu un gros mouvement tout à l'heure, effectivement. Est-ce qu'il y a eu une rumeur? Une nouvelle? Je ne sais pas, en tout cas, il y a eu une bonne volatilité, mais qui a été rapidement corrigée. On est resté dans des zones assez serrées. Non-win time parfait sur Euroyen. Phil qui laissait un lien. Donc là sur Euroyen on a eu plusieurs échecs sur les 125 et quelques. Et donc pour toi on pourrait corriger avec comme zone d'objectif 61.8, donc 124.62 voire 124.08. C'est ça tes zones d'objectif Phil? Donc a priori des prises de position assez intéressantes hein, si tu les as vraiment pris sur les plus hauts de la mèche. À suivre donc. Merci pour le partage. Wind timing parfait sur Orion. Corbeil c'est à côté de chez toi Fab, disait Phil. Effectivement ouais, à côté de chez moi. Canal Plus. Pourquoi tu me donnais ça? Serge Dassault et les Pour commencer, retour sur le célèbre industriel Serge Dassault. Ouais, effectivement, il y a eu une affaire comme quoi ils payaient en fait les... des mecs pour qu'ils tiennent les jeunes plus tranquilles, quoi. En tant que maire de Corbeil. Mais bon, c'est la merde, hein. Il y a des endroits vraiment où c'est le bordel, donc bon. Après, c'est clair que c'est pas républicain comme méthode, etc. Après, il y a aussi des réalités qui sont là, donc bon. Chacun gère son truc, en tout cas je parlerai pas de ce que je connais pas. Là, une ça est tombée, c'est quoi le mouvement? Ça on avait vu. Caixa banque espagnole supprime 3000 postes, disait FBF. Putain, et les banques c'est un truc de ouf. Mais par contre les banques en fait avec l'informatisation et internet, en fait c'est même pas qu'ils gagnent plus d'argent, ils gagnent de l'argent mais ils ont plus besoin des gens. Moi je vois mon père qui travaille à la BNP depuis plus de 30 ans. 32 ans je crois maintenant, il me le dit, hein, il dit franchement, bon là lui il a pas à s'en faire parce que ça fait 32 ans qu'il est là et BNP c'est une bonne boîte, ils font bien monter etc. Mais BNP il pourrait tout à fait licencier beaucoup de monde, que ça continuera à tourner sûrement aussi bien, il y a vraiment beaucoup de monde qui est là, on va dire de manière superflue, et parce qu'ils veulent pas virer, parce que il n'y a pas de raison de virer économiquement, donc voilà, ils gardent les gens, ils répartissent le travail, mais c'est beaucoup moins acharné qu'avant. Donc il y a une réalité au niveau du progrès qui fait qu'il y a besoin de moins de monde. Ne serait-ce que par exemple, il y a de moins en moins d'agences avec des espèces, de plus en plus d'agences de services, puisque les dépôts et retraits se font automatiquement via des machines. Également au niveau du contact avec le client, ça se fait beaucoup en ligne. Les mecs quand ils veulent voir leur compte, ça se fait en ligne. Donc du coup ça veut concrètement moins de travail. Donc on le voit un peu partout en ce moment dans les grandes banques, et ça c'est une réalité qui est même pas en rapport avec l'économie, c'est juste le progrès ça. Mais ça contribue au bordel général économique, puisque d'un côté tu as vraiment des entreprises qui vont mal, qui licencient parce que ça va mal, ou alors parce qu'elles ont des avantages à délocaliser, des entreprises qui vont relativement bien mais qui n'ont pas d'intérêt, donc ils vont pas non plus employer des gens, ça va 5 minutes mais pour rien quoi. Alors peut-être pas les virer, bon il y en a qui virent carrément, mais c'est clair que ce ne sera pas des postes qui seront renouvelés, donc c'est plutôt mauvais signe pour l'économie concrète, qui est composée plutôt de petits postes, quoi. Enfin, c'est les gens qui consomment au quotidien, quoi, qui font tourner l'économie. Alors ça on avait vu. Euroyen UT 2 heures, oblique à casser pour aller plus haut. Wind. Ok, donc toi tu penses que si on la casse, on peut accélérer. D'accord, merci Phil. Windows qui disait c'est vrai Phil. Deuxième fois stoppé, micro gain, disait Windows. Spanish 10 years bond, yield falls below 5% after study export. Exit poll. Donc apparemment les taux à 10 ans espagnols qui baissent, c'est vraiment une bonne chose hein, si c'est le cas. Et c'est ce qui peut impacter les marchés boursiers européens. Caxa Bank, ok, ouais, donc suppression de 3000 postes. Ok, merci pour le partage de cette dépêche FBF.
Chris qui disait je suis addict donc je passe vous dire bonjour. Salut Chris, ça va? Je vais partager. Ouais, une grosse banque espagnole qui supprime 3000 postes, je vous laisse le lien, qu'avec sa banque. On continue à prendre de l'information. Les news. Ces secteurs qui gagnent, on écoute le point de vue de Olivier Passé, directeur des synthèses économiques de Xerfi, sur les secteurs qui marchent en ce moment. N'en déplaise aux Cassandres et déclinistes de tous bords, notre économie n'est pas à l'agonie. Si on y regarde bien, de nombreux signes démontrent que des secteurs font mieux que résister et que même des entreprises industrielles ont des stratégies gagnantes. Alors, intéressons-nous, une fois n'est pas coutume, à ceux qui vont bien. Il y a en effet les valeurs sûres d'une résistance à toute épreuve. Il y a l'aéronautique, certes, tout le monde le sait, qui poursuit sa croissance grâce aux pays émergents et aux compagnies low cost. Mais il y a aussi les secteurs qui surfent sur le développement de nouveaux besoins, ceux liés au vieillissement, ceux liés à l'environnement. Regardez l'emploi dans l'hébergement médico-social ou dans la filière propre, par exemple. Le secteur du luxe, comme à son habitude, ne connaît pas la crise. Et même le noyau dur de la consommation tient bon. Grande distribution, services aux particuliers, loisirs. Dans le B2B, tout ne va pas mal non plus. Certains secteurs opportunistes prospèrent sur le malheur des autres. Plus d'entreprises en difficulté, cela signifie plus de travail pour les services d'assistance juridique, les activités de gestion ou de comptabilité. Les entreprises ne peuvent pas se passer non plus de certaines activités stratégiques. Les coûts liés à la gestion des systèmes d'information sont difficilement compressibles. Mais ce sont les phénix, les secteurs que l'on croyait en perdition et qui parviennent à vaincre la fatalité, qui retiennent le plus l'attention. L'électroménager produit en France a connu une croissance supérieure à 5%. On se souvient pourtant qu'il y a 10 ans, Moulinex avait coulé sous la pression des produits à bas prix venus de l'étranger. Mais aujourd'hui, le consommateur recherche la qualité dans ce type de produit et le Made in France lui permet de bien l'identifier. Quant aux fabricants, ils ont fait des efforts en termes d'innovation et de design. Qui aurait misé sur le cuir il y a 10 ans? Eh bien, aujourd'hui, c'est également un secteur en croissance. La filière représentait en 2012 8 000 entreprises, essentiellement de petite taille, 80 000 emplois et 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le secteur a su garder ses compétences, se repositionner dans le luxe et conquérir des parts de marché à l'international. Autrement dit, repartir de l'avant en se réinventant. Aujourd'hui, la maroquinerie française réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger et se classe deuxième exportateur mondial. 23% des ventes à l'international concernent la Chine et Hong Kong contre 10% en 2005. Ce qui reste de la chaussure française est aussi très recherché. Les quelques 80 millions de paires exportées en 2011, principalement vers l'Europe, illustrent là encore la renommée du Made in France. Weston à Limoges, Repetto en Dordogne. Ces exportations ont permis au secteur de résister alors que la demande intérieure s'effondre. Que dire du secteur des huiles alimentaires? Secteur mature, sans perspective de développement il y a encore 10 ans, il a su réamorcer une croissance sur la diversification et la montée en gamme. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tomber dans un optimisme béat, mais tous ces signes indiquent qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il existe des stratégies gagnantes. Si l'on regarde de plus près le tissu économique, le déclin n'est pas une fatalité. Voilà donc le point.
que le reste on avait vu. Alors on va continuer à chercher de l'information, notamment le point de graphique de FXCM ce matin. On regarde ça. Bonjour à tous et bienvenue pour le Morning Meeting Daily FX de 11h. Nous sommes lundi 25 février. Bonjour Totov, Benoît, Jean-Pierre, Guy, Résus. Les habitués sont là. Alors est-ce que le son et l'image sont bons pour tout le monde? Son et image parfait me dit-on. Super. Bon, nous allons pouvoir commencer. Alors, première chose, et j'insiste là-dessus, nous sommes lundi, c'est le début de semaine, on ne se force pas à trader, on ne se stresse pas, des opportunités il y en aura toute la semaine comme toutes les semaines, donc en début de semaine, on met à jour ses graphiques, on lit l'actualité, on fait ses plans de trading sur les différents actifs que l'on souhaite trader. On définit des seuils clés sur lesquels on considère comme optimum des entrées pour vendre, pour que ce soit pour vendre ou pour acheter. Donc vraiment, on ne se presse pas et on va regarder ensemble ce qui se passe sur les marchés. Alors pour l'instant, ce que je note depuis ce début de séance, c'est que l'appétit pour le risque est bel et bien présent. On a un CAC 40 en hausse, des indices américains en hausse, des paires type euro-dollar, AUD, NZD qui sont tous en hausse. Donc le début de semaine se déroule favorablement. En effet, jeudi dernier, puisque moi je vous ai laissé jeudi dernier, on était revenu violemment sur des supports et on avait dit... Nous allons voir ce que ces supports ont dans le ventre et comment ça peut relancer à la hausse. Puis une fois qu'on aura relancé à la hausse, eh bien on pourra potentiellement shorter plus haut. Donc même si je ne l'avais pas fait, je vous ai proposé donc explicitement de mettre à profit les supports qui étaient testés, les 1,3170 sur l'euro. De quoi? Les résultats de l'élection sont tombés ou pas? Parce que je vois l'indice italien qui est parti en flèche. Je le suppose si c'est parti en flèche, mais pas plus d'informations que ça de mon côté. Là on a le CAC qui baisse et le DAX qui baisse également à court terme. UD à 1,0230, le 440 sur les 3640, etc. Donc les acheteurs ont payé et puis jeudi... Donc on a pris 200 pips sur l'indice italien. Ouais, bah alors a priori... C'est énorme, il y a vraiment un très gros mouvement là si tu regardes. Bah énorme, je sais pas si on peut appeler ça sur un indice, ça va pas mal quand même en l'espace de... Ouais mais c'est pas 200 pips, tu dois confondre, c'est 20 points non? Non, 16 620 à 16 850, c'est plus de 200 pips. Bah donc c'est énorme. Ouais, ouais. Par rapport au reste de la journée, c'est 3 fois, 4 fois ce qu'il y avait eu le reste de la journée, non? Depuis le début de journée aujourd'hui, depuis ce matin, on avait déjà pris... Ce matin, on a ouvert à... à 16 237. Avant 15 h, on était déjà à 16 600, donc on avait déjà bien grimpé. C'est quoi le nom de l'indice italien? Pour moi, c'est ITA 40. Donc là, depuis ce matin, on a pris... On a pris pratiquement 400 pieds. Pas mal. C'est bizarre parce que ça agit pas trop sur les autres indices comme le CAC, le DAX.
Du coup, sur l'indice italien, on est sur des plus de... Oh non, le dernier plus qu'on a fait, c'est le 28 janvier. C'est à 17 833, donc on ne toujours pas sur ces points-là de toute façon. Là, je vois effectivement en 5 minutes ça a bien monté. Ouais, on a accéléré d'un seul coup. Hein. On est actuellement à plus 3,23% sur la journée. Belle journée de hausse pour l'indice italien. On va trouver le point haut pour qu'on puisse jouer le rebond. Là, on approche de la moyenne mobile 50 en journalier. Après, on est loin des plus hauts historiques hein, quand même. Oui, oui, tout à fait. Mais par contre, on est sur une résistance là, du 2 janvier. Si on casse, on peut vraiment accélérer. Bon, c'est touché un effet d'annonce, hein, je comprends. C'est reparti à la hausse, à part l'euro-dollar. Vendredi, c'est reparti à la hausse, à part l'euro-dollar qui faisait le capricieux. Tous les actifs risqués sont repartis à la hausse, donc les acheteurs avaient la main et ont réalisé de jolies plus-values. Je crois sur Twitter pour vous dire, jeudi, nous avons vu que les supports ont tenu, les acheteurs se sont positionnés. Nous sommes aujourd'hui vendredi et les marchés rebondissent. On va peut-être pas se forcer à vendre un vendredi avant la clôture alors que le week-end va arriver et que les élections italiennes approchent également. Donc je suis resté complètement à l'écart. Maintenant, nous allons voir en début de semaine où nous en sommes et comment nous pourrions intervenir sur ces différents actifs. Ce que je note pour ma part, c'est que la plupart des actifs risqués, comme les indices ou l'euro et autres, bien, ont effectivement rebondi jeudi ou vendredi ou ce matin et puis vont maintenant arriver sur des zones de résistance. Néanmoins, là, on est sur des zones de résistance court terme et non pas sous des résistances journalières. Donc, c'est pour ça que je vous invite à la prudence. Donc, faites bien attention concernant les élections italiennes, continuez de suivre l'actualité. Donc pour le moment, le marché spécule sur le fait que ça se passe bien, sinon l'euro-dollar n'aurait pas pris 70 points en ligne droite depuis le début de séance. Autre chose dont on doit parler aujourd'hui, c'est la dégradation de l'Angleterre. Alors vous m'excuserez, mais moi je trouve ça plutôt rigolo. On était proche de clôturer vendredi à 52,50 proprement sur le bas d'un range de moyen terme. Et comme de par hasard, à je ne sais quelle heure, 21h, 22h, quand tous les Européens sont partis, on downgrade l'Angleterre. Alors à ce sujet, je trouve ça complètement scandaleux qu'ils se permettent de dégrader l'Angleterre un vendredi soir alors que les Européens et les Asiatiques sont pas là. Il n'y a que les Américains qui ont shorté. Deuxième chose concernant cette dégradation, pour moi, c'était le dernier coup de semonce sur la livre. Et c'est un point d'achat optimum qui s'est offert à nous cette nuit puisque j'ai acheté dès l'ouverture. Les marchés ont ouvert à 50,80. Open égale plus bas, ça veut dire que dès l'ouverture, les acheteurs ont pris la main. Voyant cela, j'ai payé dans la montée à 51,15, je vous ai prévenu sur Twitter, et j'ai maintenant mon stop à 0. Alors peut-être qu'on reviendra un petit peu travailler les 51, auquel cas je serais sorti à 0, mais mon avis c'est que, voilà, pour l'instant la livre, elle a perdu 1300 points en ligne droite depuis le début de l'année, les perspectives économiques étaient mauvaises, le marché en a pris connaissance. Par contre cette dégradation sur un point, un vendredi soir, sur un bas de range hebdomadaire alors qu'on devait le tenir, ça c'est too much.
C'est too much, donc voilà, moi je suis pour le moment acheteur de livres, car je pense que plus la livre va monter, plus tout le monde va se mettre à la shorter, que le SSI serait susceptible de s'inverser, et je verrais bien la livre, franchement, remonter à 1,54, 1,55, histoire de claquer le bec à tous les vendeurs. Voilà, parce que trop c'est trop. Bon, on va regarder ça, tout ça graphiquement. Alors, un petit avertissement, vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et produits CFD. Et les opinions et informations de marché que nous voyons ici ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement. Alors, on va aller sur le site. Comme tous les lundis, vous avez les nombreuses analyses de nos analystes Ishimoku. Donc, vous avez un tour d'horizon du Forex avec GBP, Euro, USD CHF et AUD USD qui vous a été fait par Kali. Karen qui suit ces mêmes actifs nous a fait Euro GBP USD CAD. Alors ce qui est bien, c'est que les deux font de l'Ishimoku, mais certains font de des repères. Alors vous avez aussi un point sur les paires en yens. Vous avez aussi un point sur le pétrole WTI. Alerte sur l'or. Donc tous les liens, je vous les mets dans le chat hein, pour ceux qui ne sauraient pas où les trouver. Tout ça, ça se trouve sur la page principale du site DailyFX. Vous avez un point sur le CAC et le SP500. Bref. Vous avez les indices, les matières premières, les paires en yens, les paires autres, les majeures. Donc tout ça, c'est sur le site DailyFX. Vous avez juste à vous promener. Il y en a qui sont en grand titre, il y en a qui sont dans la partie de gauche dans les alertes, il y en a qui sont dans la partie de droite dans les alertes, dans les analyses, excusez-moi. Ensuite, vous avez Adrien qui a fait un morning meeting à 9h15, qui a posté l'enregistrement en ligne. Ça se retrouve dans la rubrique vidéo de marché. Ensuite, vous avez Romain, Adrien et moi-même qui allons faire des mises à jour sur le forum. On va également vous mettre nos dispositions graphiques sur Facebook pour que vous puissiez les télécharger. Donc le lundi, c'est surtout ça qu'on fait. On fait des analyses, on lit les analyses, on regarde le calendrier, on met à jour ses graphiques, on met ses plans de trading, on les poste, on les partage sur le forum avec les autres et on affine et ensuite seulement on trade. Alors on va maintenant passer au graphique. Alors concernant le dollar index, donc le dollar index ça fait un an qu'il est haussier à moyen terme. Donc ça c'est pas nouveau. On a un canal haussier et il y a encore de la place à la hausse en direction des 10 600 points. La zone des 10 300, 10 350 fait support. Donc la hausse de l'USD yen, de l'US dollar, elle peut venir soit de la baisse des là il est stable depuis à peu près 10 jours, même s'il a tenté une envolée cette nuit. Ça redescend, donc c'était principalement à cause de la consolidation des actifs risqués que le dollar index avait cassé sa résistance de moyen terme à 10 300 points. On peut revenir vers ce support. Toujours est-il que si on revient vers ce support, eh bien après on pourra acheter l'US dollar index puisque à moyen terme il reste l'actif le plus fort. Depuis 2 semaines, je crois que l'euro dollar, vous aviez compris que les 1,12 points, 1,3130, 1,3170, c'était une zone de prix correspondant au plus haut de septembre 2012, d'octobre 2012 et de décembre 2012. Ça correspondait à un support horizontal énorme. En plus, on avait la MM20 hebdomadaire qui passait à 31,30. Donc même moi qui suis pas particulièrement haussier sur l'euro, je vous ai dit voilà, on a un trend haussier, on a les plus bas qui se relient, on a une MM20 hebdo, on a un support horizontal. Déjà quand on a fait l'avalement baissier il y a 3 semaines, je vous ai dit qu'on reviendrait vers ce point. Par contre, de là à miser sur sa cassure, il nous faudra plus d'éléments négatifs et notamment des indices américains baissiers pour que ça casse par le bas. Parce que pour l'instant, les indices américains tiennent, les marchés sont confiants, il n'y a pas vraiment de peur sur le marché.
Donc la zone des 31,30, 31,70, c'est la zone de soutien. Si on casse cette zone-là, la suite, c'est un eurodoll qui revient vers les 1,27. Mais pour l'instant, le support tient et il n'y a pas de cassure. Donc si vous êtes baissier, soit vous attendez la cassure des 31,30, soit vous attendez un rebond vers résistance pour pouvoir shorter. Et ça, ce sera plutôt mon cas, attendre qu'un rebond se fasse pour pouvoir shorter à bon prix. Donc tout dépendra de l'actualité, notamment des élections italiennes de cette semaine, et puis des statistiques à venir en zone euro. Donc pour ça, vous décrypterez le calendrier. La résistance au-dessus, c'est les 33,50, zone travaillée à de nombreuses reprises semaine dernière et semaine d'avant. Si on devait reprendre les 33,50, on remonterait vers les 35 qui nous ont bloqués il y a 2 semaines, voire les 36,50 plus haut de 2013. Et en cas de cassure des 36,50, 37, on va à 38,50, 1,40 en direction du... Regardez, donc on est dans un canal baissier de long terme sur l'euro-dollar, on est dans une tendance haussière de moyen terme. Si ça tient maintenant, on peut remonter vers les plus hauts, voire aller chercher donc la partie haute du canal baissier de long terme. Si on échoue là, par contre, on revient vers les 1,27 et sous 1,27, il y a les risques baissiers que l'on connaît de revenir vers 1,20 et en dessous. Et pour ça, il faudrait vraiment des catalyseurs et des événements, il faudrait qu'il se passe vraiment des choses graves. Voilà, données hebdomadaires, on va dire qu'on est neutre avec un biais haussier au-dessus de la MM20 hebdo et que pour l'instant les acheteurs gardent la main. En journalier, nous avons donc eu une baisse qui s'est opérée en 3 temps, 1 temps, 2 temps, 3 temps pour venir 1,50, donc je vous ai bien dit que ça correspondait à tous les plus hauts de fin 2012, c'est un seuil qui a été travaillé à de très nombreuses reprises. On était dans une tendance haussière en journalier jusqu'ici qui a cassé fin de semaine dernière. C'est pour ça que je vous disais neutre avec un biais haussier parce qu'il y a quand même des éléments qui ont cassé. Donc pour pouvoir vraiment être confiant sur une reprise de l'euro, pour moi il va falloir casser les 32,80, 33. 32,80 c'est un beau seuil horizontal de résistance et les 33 c'est la EMA 45. Donc EMA 45, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une moyenne mobile qui fonctionne très bien sur l'euro-dollar. Ce n'est pas une MM, donc une moyenne mobile simple, c'est une EMA, c'est une moyenne mobile exponentielle. Donc moyenne mobile exponentielle qui a fait résistance en août 2012 avant de devenir support, puis résistance de nouveau, puis support en décembre 2012, support en janvier 2013, support il y a la semaine dernière, et maintenant ça fait résistance. Donc en ce début de semaine, nous sommes en train de rebondir. Et on va arriver vers la zone 32,80-33. C'est une zone où c'est tout simplement là que ça va se passer. Si on casse les 32,80-33, on peut remonter vers un 35. Si on bute sous cette zone-là, on valide le fait qu'on est dans une dynamique baissière quand même sur les 10 dernières séances et on se donne le risque de revenir vers 31,30, la fameuse MM20 hebdo, voire même d'aller potentiellement se faire peur vers le seuil psychologique des 1,30. Parce que je vous rappelle qu'en données hebdomadaires, on peut très bien descendre cette semaine à 1,30 et puis clôturer vendredi à 1,31,50. On aura quand même sauvegardé la MM20 hebdomadaire. Donc on va dire que 1,30 c'est vraiment le plus bas du plus bas en points défendu par les acheteurs. Si on casse 31,30 qu'on va à 1,30 et qu'à 1,30 ça réagit pas, il y a un moment il faudra quand même passer baissier pour les acheteurs. Voilà, donc la zone 31,30, 33, là vraiment pour les séances à venir, je ne sais pas combien de temps on va mettre, je ne sais pas s'ils vont attendre la fin des élections italiennes sûrement, donc il faudra suivre ça de près. Si les 33 cassent, on achète sur repli pour viser 35, tant que les 32,80, 33 ne passent pas, j'aurais tendance à potentiellement tenter des ventes à proximité de cette zone-là pour viser un retour vers les 31,30, 31,50 et à voir si les acheteurs ont bel et bien la main, si ce n'est pas tout simplement un rebond de début de semaine qui rapidement terminerait en soufflé. En données 2 heures, voilà mon graphique.
Donc on est dans une dynamique baissière avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. On est sur le R1 jour, la zone de résistance 32,45, 32,50. Là tout de suite maintenant j'ouvre mon graphique, je tombe là-dessus. Bah, je vois un range dans une tendance baissière et j'ai envie de shorter la résistance des 32,45, 32,50. Pour moi c'est le seuil d'une vente non pas optimum mais plutôt agressive. Donc les plus agressifs, 32,45, 32,50, c'est la zone de vente. Je vous l'ai indiqué ce matin sur Twitter. Si vous voulez vendre, vous vendez, vous visez le pivot jour vers les 1,32 ou bien l'ouverture du jour à 32,15. Une fois que c'est fait, si ça doit être fait, vous prenez vos gains ou vous mettez vos stops à zéro. Quant aux acheteurs qui voudraient acheter, pareil, c'est les mêmes seuils, 32 et 32,15 à surveiller pour acheter sur repli. Et puis si ça devait passer à la hausse, eh bien la zone c'est comme je vous l'ai dit 32,80, 33. Là ça devient plutôt du lourd parce qu'à 32,80 c'est une résistance journalière, à 33 c'est le R2. Donc quand on utilise les pivots. Donc voilà, 32,50 zone de vente agressive, 32,80, 33 zone de vente optimum. 32,15 zone d'achat agressive, 31,90 32 zone d'achat potentiellement optimum sur le à proximité du bas du range. Concernant la paire NZD, je crois que les choses sont relativement simples. On a une tendance haussière neutre en journalier depuis une vingtaine de séances. On a un bas de canal à 83,30 qui tient. Tant qu'il tient, les acheteurs se présentent. Là, on est à 84 sous MM20. Les vendeurs agressifs sont là. Si on passe 84, on retourne à 84,60 voire 85 les plus hauts annuels. Donc ce qu'on sait sur le NZD, c'est qu'il a de plus en plus de mal à monter et inscrire des nouveaux plus hauts. Ce qu'on sait également, c'est que c'est la monnaie la plus forte du Forex et qu'il surperforme l'ensemble de ses homologues. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster au fur et à mesure. Je vous demande juste... Ok, voilà, c'était le point réalisé par Nicolas Chéron. Je laisse le lien d'un Nicolas Chéron qu'on retrouvera lors d'une conférence FXM en avril, mais également avant ça, début mars, la fin mars, au salon de l'analyse technique. Je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse, pour suivre en entier. Pardon. Donc cette analyse et ce morning. Alors on est précisément sur le point d'entrée actuellement, sur le dollar yen. Pas grand chose à signaler, les acheteurs qui tentent de revenir, on verra comment ça se passe. Peu de mouvements pour le moment cet après-midi. Les marchés actions européens a priori qui ont un peu plus réagi. DAX qui bouge très peu. CAC qui bouge peu également, un peu plus mais peu. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, ok, FBF, je regarde ça. FBF qui partageait un graphe. Alors... Ouais, FBF, ah oui d'accord, t'avais mis le lien, ok. Ok. Donc là, pour lui, sur le euro-dollar, on était sur une zone de rebond potentiel avec les 50% et on pourrait avoir un pullback. Si on passe en dessous, on pourrait corriger davantage. Si on reste au-dessus, on pourrait accélérer. Est-ce que c'est ça que tu voulais montrer, FBF? Que c'est une zone importante, là c'est 1.3283. Ou est-ce que c'était autre chose que tu voulais montrer? Effectivement, ouais, j'ai vu, donc justement je te demandais, FBF, est-ce que tu voulais montrer simplement que c'était un seuil important ou est-ce que tu avais un scénario plus précis que tu voulais jouer? Donc c'est 50% de toute la dynamique haussière précédente. T'as vu? Salut Marocain from Space qui nous a rejoint. Genesis également, ça va Genesis? Donc Marocain from Space qui dit qu'il est vendeur sur l'euro-yen à 125.07. T'es rentré sur quel critère Marocain from Space? Jorizo qui disait 142.13 sur GEP yen à l'achat. Pareil Jorizo, quel critère d'entrée pour toi? Est-ce que c'est technique, fondamental? Le MAB. Alors un autre lien partagé. Ok, oui, c'était l'indice italien.
effectivement qui montait bien. Ok, donc t'es rentré sur FIBO, ok. Vous pouvez me dire, si vous avez un instant, le spread que vous avez sur l'indice italien, s'il vous plaît? Le quoi, tu m'as dit? Sur l'indice italien, sur le MIB. Et tu veux quoi? Le spread qu'ils appliquent. Moi, je sais même pas si je l'ai, en fait, chez Wanda, je vais regarder ça. Non, je l'ai pas. Ah, ok. Ah, moi aussi j'ai 10. C'est compréhensible, on entend les clients. Ouais, je vois qu'il y a IKS qui nous a rejoint sur le chat écrit. Bah, n'hésite pas à venir m'appeler sur Skype, parce que t'as des choses à me dire, je crois, IKS. They call us gamblers. They say we depend on luck. Il réagit très très mal en dessous de sa résistance. Sur le CAC, on a il réagit très très mal sous sa résistance, comme disait le graphe que tu m'as fait partager tout à l'heure. Il réagit beaucoup moins bien que le DAX, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, on revient sur MM20 là. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. Watch on your wrist, while you wilt at the sight of failure and loss. We relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Ouais, donc c'était une vidéo qui faisait la promotion des traders. Alors, sur le chat écrit, il y avait des réactions. Chris qui disait demain un bon trade. Rien ne tant mieux que le Rodolphil. Tient mieux, pardon. Lalou qui disait oblique baissière, avec qui disait Deutsche Börse dément être en négociation pour fusionner avec CME. L'opérateur de bourse de Francfort, Deutsche Börse, DB1.xe, a affirmé lundi ne pas être en négociation concernant une éventuelle fusion avec son homologue américain CME. Dans un bref communiqué de presse, le géant allemand précise qu'il continue de se concentrer sur la croissance organique, notamment dans les pays asiatiques. Moi, les gaps, j'adore les combler wind, disait Phil. Travail ammoniaque, FBF qui disait SocGen, le régulateur égyptien autorise les rachats de NSGB par Qatar National Bank. Je me souviens. Travail Molinex. Qu'est-ce qu'il raconte Lalou qui dit n'importe quoi. Bosch et Seb, ils vendent plein de friteuses en Amérique grâce à Oprah Winfrey, disait Karim. J'ai entendu ça dans une émission à la con ce week-end. Calendrier des entreprises, donc pas partagé par FBF, effectivement. Merci Steph.
Ok. Donc ça a été publié ce 25 février. Donc le calendrier des entreprises françaises et leurs publications cette semaine. Notamment une grosse journée jeudi avec beaucoup de grosses publications. On suivra ça attentivement. Ça on avait vu. Bien et toi? Je pars aussi bien que la semaine dernière, je reste concentré, c'est Windows. J'entre à l'instant de week-end, donc rien fait encore. Phil qui laisse un lien. Bersani 36%, Berlusconi 30%, Monti 9%. Les marchés européens sont dans le vert, les yeux rivés sur les élections italiennes. Les perspectives à court terme sont bonnes pour les actions, comme le signale l'envolée de Tokyo ce matin, dopé par les rumeurs de nomination de Haruhiko Kuroda à la tête de la BOJ. Donc apparemment un nouveau à la tête de la BOJ, donc ça aussi c'est des facteurs de volatilité potentielle hein, pour le yen et de tendance profonde pour les prochains jours. Tout au long de la journée, l'Echo vous offre la possibilité de suivre l'évolution des marchés boursiers en temps réel à travers les informations de la rédaction. D'accord, ouais, donc ça c'était le dernière news. Donc Bersani, Looking... Ok, ouais, donc Bersani, donc sans surprise. Parce que Bersani, je crois que c'est centre-gauche, c'est ça. A priori, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et paisible pour les marchés. De stabilité, pardon. Juste un peu scalping sur le S&P, sur le Globex, ok. Bonjour à tous, ok. Phil qui disait Euro-Yen, je vois la moitié wind et laisse courir l'autre moitié, d'accord. T'as coupé la moitié sur Euro-Yen, t'avais pris quoi Phil comme position? T'étais acheteur je crois. Et donc là, sur Euro-Yen, on a eu une petite pression. Pour l'instant on hésite, on a échoué sur une zone de résistance. On verra si ça se retourne. Bon, par contre, à part les marchés européens qui bougent un peu par rapport à l'Italie, le reste c'est très calme. Et d'ailleurs, en fait, même le DAX ou le CAC qui bouge pas des masses. A priori, tout est déjà fini et c'est bien le gouvernement qu'on attendait hein, qui est élu, enfin qui va être élu avec 36% a priori. Salut Luigi. Salut tout le monde. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. T'as des positions? Ouais, je les surveille comme du lait sur le petit feu. Enfin, comme du lait sur le feu. T'as quoi? Je suis à l'achat sur GBP CHF, GBP NZD et j'ai 2 shorts sur Royen. C'est surtout cela là que je surveille. Ok, ouais, t'es rentré sur l'échec, sur la résistance, c'est ça, sur Orion? Ouais, c'est ça. Enfin, un petit peu plus bas, en fait, je suis au milieu du range. En point d'entrée, je suis à... Ouais, 124,99. T'as tombé sur le câble aujourd'hui? D'accord. Bah, moi, je t'avoue, j'ai pris mon take profit, donc après le câble, là, pour l'instant, je suis passé à autre chose. Parce que si je traderais, ce sera à la baisse, et vu que j'ai déjà profité de quasiment tout le mouvement là, des derniers jours, tranquille, là, je suis plutôt allé vers autre chose. Bah, moi, je suis sur le cross, quoi. Avec le kiwi. Et le CHF. Non, les US ils ont ouvert un coup dans le vert. On t'entend mal, Pedro. Les US sont ouverts dans le vert ou quoi? 15h53, on va aller voir. De toute façon, Pedro, tu regardais le câble plutôt pour le prendre à l'achat, c'est ça? Ouais, vraiment prendre... Exactement, prendre à l'achat et pas prendre une grosse position, tu vois. Je vise vraiment sur du long terme. Ouais. Ouais, je vois un point bas, quoi. Après, je sais pas, hein, ça dépend aussi de ce qui passe ailleurs. Ouverture des marchés américains en hausse, hein. Pas folle, mais hausse. Dow Jones prend 0,37, Nasdaq 0,58 et S&P prend 0,49% là.
pas, je sais pas. J'ai vraiment envie de rentrer à Chalon, mais bon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup maintenant. T'es rentré à combien sur le Royen, Luigi? À 124,99,4 précisément. Enfin, j'en ai deux, donc j'en ai une qui est à 124,96,7 et l'autre 125,02. Ok. Et tu vises quoi? Donc j'espère viser 124,53,2. Donc dans un premier temps, mais enfin pour le moment ça me plaît pas trop quoi, tu vois. Donc je suis à deux doigts déjà d'enlever la moitié. Qu'est-ce qui te plaît pas? Parce que là, a priori, ça prend quand même le bon chemin. On vient de casser les précédents plus bas là. Ouais, mais en fait t'as dollar yen qui est en tendance haussière et pour le moment il a du mal à corriger en fait. Donc et l'eurodoll pareil, on a du mal à corriger je trouve. J'ai sorti le GBP NZD là déjà. Plus 42. Ouais, c'est calme. C'est quoi ça? Je sais pas. Mais je sais pas du tout. Il y a quelqu'un qui s'est fait attaquer par son chien, je crois. Il y a quelqu'un qui m'a fait flipper en tout cas. J'ai cru que c'était chez moi. Non mais sérieux, je sais pas qui c'est, mais j'espère qu'il a pas eu de problème, parce que a priori c'était grave. Hein. Tout le monde est vivant sur Mumble, c'est bon les gars? On verra bien. Je sais pas, Maroc France Plus, il a l'air de dire que c'était Jorizo. Non, je crois que c'est Luigi. Non, c'est pas moi non. C'est ça qu'il dit, il a dû faire une perte. FBF, est-ce que tu peux mettre le lien s'il te plaît vers ton graphe qu'on voit mieux? Là, j'en ai sorti une moitié quand même. Sur Orion. Moi je suis à short dollar yen moi. Tant qu'on est au-dessus de 93,50. Je sors tout même, euro yen. GBP c'est la sèche. Flat. Ok. Quand ça veut pas y aller, ça veut pas y aller. Hein.
Le CAC 40 gagne 1,2% à Centre-gauche, alors, 3750 finalement, points à qui 12 passe. heures. Ouais, la Bersani, c'est ça? Je sais pas, j'ai entendu qu'il s'appelait Luigi, lui aussi. Ouais, non, mais je crois que c'est ça, ouais. C'est celui qu'on attendait, centre-gauche. Mais après Mario, Luigi, normal, quoi. Hein. On reste dans la famille. Insensible à la perte du AAA au Royaume-Uni, dans un marché qui attend Tu parlais avec du câble, là, impatience tout à l'heure. résultat des élections. Eh, mais c'est bon, ça. S'il est vraiment élu, ça va être le prochain des 100 humoristiques, ça, c'est sûr. Oh non, bah c'est. Bah, Pedro, il disait qu'il était intéressé pour l'acheter parce qu'il le trouvait bas. Et moi, je disais que j'avais bien profité de la baisse, donc là, j'étais en dehors du câble pour le moment. Il y a le FTSE qui tente de casser sa résistance. Il me plaît assez aussi. Hein? Le câble, il me plaît. À l'achat? Ouais. Le problème, c'est que maintenant, je sais pas si. Ouais, c'est audacieux. Bon, disons qu'il a vraiment dégringolé, donc comme on dit, il faut essayer d'acheter bas et de vendre haut, mais après, là, pour l'instant, on a vraiment la tendance contre soi. Après, la tendance, elle est faite pour s'arrêter un jour aussi, donc. Ouais, ça crée le contexte aussi. Puis aussi, comme on dit toujours, vendre la news, acheter la nouvelle. Pardon, vendre la rumeur, acheter la news, je veux dire. Et bah là, effectivement, a priori, toute la baisse était due à la fois une politique d'évaluation de la livre sterling par la BOJ, pardon, la Bank of England, la BOE, c'est ça. Et là, on a eu la dégradation vendredi qui est tombée. Donc on va dire un peu tout ce qu'on pouvait attendre est tombé maintenant. Donc si on doit avoir une phase de correction, un peu comme quand il y a eu l'annonce de la perte du AAA de la France. C'était là où ça avait corrigé. Pourquoi pas. Après, à voir. Retest résistance sur FTSE, si ça casse, lundi ça va partir. Hein. En Italie, la perte du AAA du Royaume-Uni était à... De quoi? Moi sur l'indice du Royaume-Uni, on est sur une belle résistance. À voir. Si on casse, je pense que derrière DAX, CAC, tout ça, ça suit. Au moment on fait des mèches, hein, donc pas d'affolement. Attendu puisque la note du pays était assortie d'une perspective négative auprès des 3 grandes agences. Les valeurs bancaires sont globalement bien orientées aujourd'hui, ainsi que Veolia Environnement et Eiffage. Parmi les plus fortes hausses aujourd'hui, Vivendi bondit de 3,4%. Selon différentes sources de presse, la cession par Vivendi de l'opérateur télécom brésilien GVT serait imminente. On parle de Direct TV. D'autres rumeurs beaucoup moins évidentes font état d'une offre cash pour SFR de la part des actionnaires de Numérocable. Les sessions s'accélèrent dans la perspective de l'Assemblée Générale prévue le 30 avril qui constitue l'échéance fixée par Vivendi. Laissez-vous porter par la hausse du titre en conservant l'action. En baisse aujourd'hui, Arcos plonge de 16%. En raison d'une chute de 23,6% de ses ventes au 4e trimestre, le fabricant de tablettes numériques a accusé un recul de 9,6% du chiffre d'affaires l'an passé. L'action plonge de plus de 15% alors que les dirigeants ont de surcroît annoncé une dégradation de la rentabilité. Les comptes annuels qui seront publiés le 22 mars prochain devraient mettre à jour une dégradation de cette même rentabilité. Nous confirmons notre opinion à la vente sur le titre. La séance sera dépourvue de tout indicateur aux États-Unis en zone euro. On surveillera principalement donc les résultats des élections en Italie qui se tiennent depuis dimanche et où les bureaux de vote ferment à 15 h. À demain sur lerevenu.com. Voilà donc le point réalisé par le revenu. Entrée GBPIN à l'achat. Tu peux regarder, ça fait longtemps que j'ai regardé, je vais voir ce qu'il donne.
Ouais. Ok. 21,8. Ok, ok. Tout cas, dans le même sens, parce que moi aussi je vends l'yen, mais bon. Après là, sur GBP yen, on est dans des zones qui ont été beaucoup travaillées précédemment, donc il faut avoir une vraie... sur le dollar yen. T'as mis ton stop à combien sur GBP yen? À 142,03. Un point de Trading TV, on va aller regarder ça. Ce jour-ci sur l'ensemble des marchés. On écoute ce point à bourse, c'était pour IG Market, réalisé par Trading TV. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 CAC 40 et les actions Legrand, Schneider et Air France. On commence tout de suite avec un mot du CAC 40 et de Legrand. L'indice CAC 40 n'en finit pas de prendre à contre-pied les investisseurs vendredi, annulant les anticipations baissières. Ce yo-yo permanent a pour but d'épuiser les intervenants avant d'enfin prendre une tendance marquée. Pour l'instant, entre 3600 et 3777 points, niveau majeur, la volatilité restera de mise, tout comme l'absence de mouvement suivi. On a publié un résultat net à un plus haut historique de 506 millions d'euros, en progression de 5,6% par rapport à 2011, le 14 février. Ce résultat record est en accord avec les cours de bourse qui marquent de nouveaux sommets historiques eux aussi. Le potentiel de hausse dégagé est important en direction de 38 €, résistance calculée par projection de Fibonacci. Seule une clôture sous 32,50 € repousserait ce scénario optimiste. On poursuit ce point avec un mot sur Schneider avant de terminer par Air France. La publication des résultats de Schneider le 21 février a soutenu les cours de l'équipementier électrique, rejaillissant sur tout le secteur. Là aussi, le titre a franchi ses précédents sommets historiques après un rebond sur un support ascendant. Le potentiel haussier ainsi libéré est important en 60,70 €, voire 63,20 €.
Seule une clôture sous 56,50 €, précédente résistance devenue support, repousserait cette anticipation. Air France n'a pas réussi à franchir la résistance majeure à 8,80 € lors du second test de ce niveau. La consolidation Les cours testent actuellement le soutien à 7,60 €. Son enfoncement prolongera le mouvement baissier en direction du niveau suivant à 6,90 €. C'est la fin du point bourse, merci de l'avoir suivi, bonne séance et à bientôt. Voilà, donc... Il y a un point sur l'or réalisé par Bilan et Miret Zaki. On écoute ce point. Fait par TV Bilan. L'or ne peut que monter. Pourquoi ? Commencé à être dévalué. Il a corrigé récemment, certes. Il est maintenant sous 1700 $, c'est-à-dire à peu près à moins 10-13% par rapport à ses plus hauts de 1850 $. Et alors, je dirais sur une appréciation de 450% sur les 10 dernières années, de 500% presque, eh bien, une correction épisodique de temps à autre est tout à fait normale. Pourquoi d'autres hedge funds, par contre, sont restés investis dans l'or. Il y a aussi le fait que beaucoup d'investisseurs qui étaient là juste dans l'or par peur de la